Eh bien, écoute, a priori, on devrait être live. Je vérifie que tout est bon, mais on devrait être pas mal. Et on est live. Chers amis Industrial Growth, Industrial Nation, je sais plus, je perds mes mots, je suis un peu, je suis pas dans mon studio habituel, donc je suis complètement perdu. J'ai le plaisir aujourd'hui, chers amis, de recevoir Arthur Jacquemet de la société Fabera, une start-up qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça. Arthur, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter? Oui, bien sûr. Merci Karim, en tout cas, pour l'invitation. Et donc, Arthur Jacquemet, moi, je suis fondateur de Fabera. Fabera, on est donc une deep tech dans l'industrie. On développe une solution de chiffrage qui est basée sur plusieurs algorithmes d'IA et qui permet, si tu veux, de valoriser pour une ETI, une PME industrielle, la donnée qu'elle a dans son historique, donc dans le ERP, dans la GPAO, pour accélérer et fiabiliser les chiffrages futurs. Euh, voilà, ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ok, comment vous êtes arrivé à la création de cette boîte? C'est quoi ton parcours, toi, avant Fabera? Alors, moi, ce que j'ai fait, donc, moi, je viens de la tech, j'ai quasiment 10 ans on va dire, d'expérience dans la tech. J'ai travaillé en direction commerciale dans une agence de développement web et mobile. Et donc, avec mon associé Antoine, on a rencontré un chaudronnier qui est basé à Lyon, qui gère spécifiquement une boîte de tôlerie fine de précision d'une quarantaine de salariés. Il D'accord. nous a parlé de ses problèmes, il nous a parlé de son métier. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était un secteur qui avait une exigence dans l'atelier qui était énorme et qui n'avait pas forcément au niveau des bureaux les outils qui permettaient d'être aussi efficace que dans l'atelier. Et donc, on a creusé, on a rencontré une cinquantaine, une centaine d'industriels et on a commencé un premier business de structuration d'un réseau de sous-traitants spécialisés pour leur permettre de leur apporter des affaires, en fait. D'accord. Au moyen d'une plateforme numérique, un espèce de xométrie, je ne sais pas si ça te parle, de Pas la tout de suite. fabrication à la demande. Ok. Et quand on a fait ce business-là, on s'est rendu compte que le problème n'était pas tant d'avoir de nouvelles affaires, mais le problème était surtout d'arriver à gérer un flux de chiffrage, de demandes de consultation entrantes super important. Hmm. Donc, on a commencé à essayer de mettre en place des outils pour chiffrer à leur place. Et là, on s'est dit, en fait, il faut qu'on leur propose un logiciel, une solution qui permette de le faire de manière efficace. Et c'est comme ça qu'on en est venu à ce qu'est Fabera aujourd'hui. Donc, vraiment un outil qui permet de réduire le temps passé à chiffrer, de déléguer une partie des chiffrages à des personnes qui vont être moins techniques et voilà, d'apporter vraiment on va dire une exigence forte sur le chiffrage, de fiabiliser ces chiffrages sur la base de tes données antérieures. En fait, le chiffrage, dans ce que tu dis, c'est que vous étiez parti sur un business model pour générer du business, mais c'est vrai que la plupart des sous-traitants ou des chaudronniers, des tauliers, bon, ils ont toujours besoin d'aller chercher du business, mais ils ont beaucoup de demandes entrantes et on constate que le goulet d'étranglement, c'est plus cette partie chiffrage. C'est quoi le constat aujourd'hui? Comment fonctionne aujourd'hui comment dire, le process de chiffrage, si on peut parler de process, dans une boîte, Ouais. une tôlerie fine classique, petite PME, on va dire, ou PME Indus que vous avez rencontré à l'époque? C'est quoi le process habituel? Ouais, le process où on a rencontré des personnes qui chiffraient encore sur un coin de table, sur un bout de papier, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont beaucoup d'expertise et finalement, le dirigeant qui va pour des entreprises de ce type, hein, parce que là, on parle de la sous-traitance, mais après, on pourra venir aussi à des ETI industriels sur d'autres secteurs, parce que le chiffrage, c'est un sujet qui est partagé, on va dire, globalement dans le secteur industriel. C'est des personnes qui vont passer 60 à 70% de leur temps à chiffrer des pièces. Donc, si tu prends l'exemple d'une tôlerie qui fait entre 5 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, le chiffrage, ça va être 60 à 70% du temps passé par un responsable, une personne stratégique dans l'entreprise et, on va dire, dans la plupart des cas, le dirigeant. Ça, c'est le D'accord. premier problème.
Comment est-ce qu'il fait ça? Donc, tu parlais de process, Excel. Donc, on n'a rien contre Excel, hein. Excel, ça fonctionne très bien. En plus, c'est gratuit, donc c'est génial. En revanche, quand tu gères des boîtes de ce type, au bout d'un moment, tu as besoin d'outils qui te permettent de fiabiliser la pratique, de parler le même langage de chiffrage entre tous tes chargés d'affaires, et donc des outils un peu plus, on va dire, un peu plus fiables, un peu plus efficaces, qui sont maintenus. L'autre point qu'on a identifié, c'est que bah, voilà, on parle de personnes qui font de la pièce sur mesure, donc du mouton à 5 pattes, parfois des machines spéciales. Euh, on a l'impression que on doit à chaque fois recommencer le chiffrage, mais en fait, on se rend compte que tu as 30 à 40% des pièces qui ont déjà été chiffrées par le passé, parce que tu as des fonctions similaires. On va dire que tu as un sous-ensemble standard avec des variations dimensionnelles, de matière, de tolérance, etc. Mais en fait, en termes de produits, tu peux réutiliser énormément de choses que tu avais déjà travaillé par le passé. Et ça, c'est ce qu'on met en avant avec Fabera, le fait de réutiliser son historique. C'est une approche qui prend un peu, on va dire, le contre-pas de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Et après, le dernier point, c'est que, bah, en fait, ta seule manière aujourd'hui de fiabiliser ton chiffrage, si tu prends une pièce sur mesure, un sous-ensemble, ça va être de détailler ta gamme de fabrication au niveau du devis. Donc concrètement, ta gamme de fabrication, c'est l'ensemble des étapes qui te permettent de passer à un bloc de matière brute, à ta pièce finie. Ça, c'est super chronophage. Donc, tu as la stratégie technique, la faisabilité qui rentrent en compte. Et en fait, quand tu as un taux de conversion sur du nouveau client pour une boîte de mécanique de précision qui est à peu près de 20%, ça signifie quand même que tu as 80% de tes Les devis qui devis qui partent à sont la faits pour poubelle. rien, ouais, c'est clair. Voilà. Et donc tout le sujet, c'est de dire bah, comment je peux faire pour optimiser et dans une situation idéale, ne pas faire ma gamme de fabrication au niveau du devis, mais au niveau de la commande et en ayant quand même un devis qui soit fiable. Et la réponse qu'on propose avec Fabera, c'est justement de te dire, bah, partons de l'historique pour fiabiliser les chiffrages sans forcément faire ta gamme au niveau du devis, maximiser la réactivité, parce que la réactivité, fonction croissante du taux de conversion, quoi, on le voit tous, et c'est comme ça qu'on Ouais. bosse. Et quand tu interroges ces dirigeants de fonderie, de tôlerie, ce type de boîte, ils te disent que souvent, quand on leur dit qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents, c'est pas forcément la pièce, parce qu'ils fabriquent tous les mêmes pièces sans leur porter préjudice, sans être méchant avec eux, mais la qualité, elle est à peu près similaire d'une tôlerie à une autre. C'est pas, tu vas pas révolutionner la manière de plier de la tôle ou de découper de la tôle. Par contre, ce qui change souvent, il te dit souvent, c'est la réactivité, c'est notre capacité à vite envoyer le devis, à vite répondre à la demande d'un client ou à répondre de manière précise. Et paradoxalement, le goulet d'étranglement, c'est le commercial qui attend justement de l'aide d'un chiffreur ou qui va lui-même faire parfois les chiffrages quand il a un peu de bouteille. Ou comme tu le disais, dans beaucoup de boîtes, c'est vrai que très très souvent, c'est le dirigeant en fait qui passe des soirées. Moi, je connais des dirigeants, je crois encore aujourd'hui, qui passent quelques soirées dans leur semaine à répondre à des demandes entrantes, à des appels d'offres ou à ce genre de choses et à passer leur soirée à Complètement. chiffrer parce qu'ils sont, ils sont encore le cerveau ou l'historique de la boîte d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc le risque, il est énorme en fait, hein, Complètement. dans le sujet devis, chiffrage, en fait, on identifie quand même pas mal de risques. Aujourd'hui, ça repose trop sur une personne, on vient de le dire. C'est quoi les autres risques Ouais. si on fait rien, quoi? C'est quoi le Bah, risque c'est qu'on ça. court? Si tu veux, c'est ça. En fait, tu reposes ton expertise sur des personnes qui, le plus souvent, pour être en mesure de chiffrer, sont issues de l'atelier parce qu'elles ont de la bouteille, etc., et montent au bureau. Ces personnes-là, en fait, bah, demain, elles peuvent partir. Elles ont l'expertise de la boîte. Et on est en plus dans une Donc, tendance démographique où ces personnes-là sont en train de partir un peu en plus souvent, hein. C'est un peu ce qui se passe bah, aujourd'hui. c'est ça. Ouais, ouais. Effectivement, c'est un peu le syndrome de la barbe blanche. Souvent, ces personnes-là, c'est les personnes les plus vieilles de l'entreprise, effectivement, parce que c'est bah, encore une fois des métiers d'expertise et de transmission. Et donc, bah, il y a un risque. Le risque aussi, c'est tout simplement, hein, si tu as 5 chargés d'affaires dans la boîte, chacun a son portefeuille, donc chacun est dans sa ligne d'eau. Si demain, tu en as un qui part parce qu'il va dans une autre boîte ou alors qu'il n'est pas dispo, bah, en fait, tu as des personnes qui ne sont pas en mesure de faire des chiffrages. Donc c'est quand même un sujet en fait qui va être plutôt de dire comment est-ce que je fais pour intégrer un peu mon expertise, mon savoir-faire au sein d'un outil qui permette de faire gagner en autonomie mes chargés d'affaires. Et si tu veux former une nouvelle personne, alors aujourd'hui c'est compliqué parce que c'est de fait difficile de recruter, mais si tu veux former une nouvelle personne, bah, effectivement avoir un outil de ce type, bah, c'est pertinent parce que tu lui permets d'accéder en fait à du La savoir de connaissance, l'entreprise, du des pièces savoir. similaires, voilà, exactement, instantanément, et donc d'apporter une certaine valeur, quoi.
Donc, Donc, c'est pour ça qu'il rentre en compte. ouais, j'ai envie de dire pour une fois, je vais pas être méchant avec l'IA. L'IA, elle va être présente bientôt partout dans nos vies, mais là, pour le coup, on a vraiment un exemple d'utilisation très très concret. On part de la connaissance acquise de la boîte, des données en fait. Donc, tu vas nous expliquer un peu comment vous avez construit ça, mais de tous les chiffrages qui ont pu Bien être sûr. faits par le passé, avec tous les calculs qui vont avec. Et à partir de là, on va demander à l'IA d'aller apprendre de ces chiffrages. Donc, si je comprends bien le principe, et de nous proposer des chiffrages similaires, en tout cas d'être capable, en ayant appris à partir de la donnée, de répondre à la plupart des besoins. Tu vois, tu peux nous détailler un petit peu comment Ouais. vous avez, parce que c'est une martingale un petit peu cette histoire de chiffrage. Moi, j'ai pas mal de clients que je connais ou de prospects qui me montrent leur tableau Excel en me disant à chaque fois je veux retrouver ça dans mon CRM. C'est impossible, hein, enfin, un Ouais. truc comme ça qui va chercher tous ces paramètres-là, tu peux pas avoir un CRM. Le CQP, les modules qu'on peut ajouter ou qui permettent de faire un peu du devis un peu plus personnalisé, ça reste quand même assez limité parce que on part très souvent de catalogues produits ou de choses qui sont déjà où on va assembler des règles de prix, mais c'est pas vraiment du chiffrage en termes techniques comme on décide. Donc en fait sur le marché aujourd'hui, il n'y a pas tant de solutions que ça par Excel. Bah, si, en fait, t'en as sur une partie, si tu veux, nous, on prend le contre-pied de ce qui se fait sur le marché dans le sens où, en fait, on fait de l'analogie. Ça veut dire qu'on va Ouais, vraiment se baser sur la donnée historique. Ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de l'analytique. Ça veut dire d'accord. des outils qui vont répliquer un fonctionnement Excel et qui vont te permettre de définir, en intégrant un parc machine, des abacs de chiffrage, euh, Donc de le faire par étapes, en fait, ligne par tu ligne. renseignes les Voilà, paramètres ligne par ligne, et puis exactement. derrière il te sort le prix quoi. Tout à fait. Et en fait, c'est des solutions qui fonctionnent, qui sont pas hyper diffusées finalement dans l'industrie. Pourquoi? Parce que pour utiliser une solution comme ça, tu as t'as un paramétrage de malade en fait. Hmm. Parce que, bah, certes, paramétrer tes machines, mais aussi tes abacs machines, tes vitesses de coupe, comment est-ce que tu l'utilises dans l'atelier? Donc en fait, c'est pas des abacs qui sont génériques, c'est vraiment, Hmm. Faut bah, vraiment que tu demain, tu as fasses un un truc opérateur qui spécifique. l'utilise à 90%. Voilà, exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'affranchit de cette complexité métier, qui est un peu un puits sans fond, en se basant sur l'historique. Donc, deux valeurs. La première, c'est que bah, le paramétrage, il est moins important, entre guillemets. La deuxième valeur, c'est que c'est agnostique du procédé métier. Euh, les outils de chiffrage analytique qui marchent bien, t'en as qui font que de la découpe à plat. Ça veut dire que si c'est découpe-pliage, ok, pas de problème. Dès que tu as un procédé un peu spécifique, de la soudure ou autre, un traitement de surface, c'est fini, ça fonctionne plus. Et en fait, la valeur, là, c'est par des algorithmes d'intelligence artificielle, on vient valoriser finalement le tas d'or d'historique qui est sous l'industriel, parce que en fait, de la donnée dans le RP, dans la GPAO, dans le serveur local, tu en as un paquet, Hmm. et on va lui permettre de l'utiliser. Et alors, du coup, ça pose la question de comment est-ce qu'on va l'utiliser. Là, effectivement, tu as raison, on fait de la prédiction, mais en fait, on a différents algorithmes. Si je te les fais rapide, le premier algorithme de Fabera, c'est un algorithme qui va se baser sur le 3D, donc spécifiquement sur la CAO. Tu glisses, déposes ton 3D et on va instantanément te retrouver la pièce la plus similaire par D'accord. reconnaissance géométrique que tu as pu avoir dans ton historique. Donc là, la valeur, c'est de retrouver quelque chose que tu as fait par le passé, instantanément, d'en voir le chiffrage, d'en réutiliser la gamme de fabrication, de la modifier à la marge, de mettre à jour ta matière et d'envoyer ton devis. Donc déjà, en fait, ce qu'on a vu, c'est que valoriser son historique instantanément et l'exploiter de manière super efficace, en fait, c'est déjà un problème. Et c'est déjà un problème parce qu'en fait, on voit hein, certaines tôleries, même certains fabricants de machines, en fait, ils mettent autant de temps, si tu veux, à retrouver la pièce la plus similaire que de Hmm. repartir de zéro. Ah ouais, c'est Et clair, ça, tu c'est un dois le problème. fouiller à la main dans Donc ça, tous les c'est le dossiers, premier dans tous les algo. plans. Ouais. C'est l'enfer. Ouais. Ouais. C'est ça. Et en fait, tu retrouves quelque chose, tu dis ouais, ça ressemble, mais en fait, t'es pas certain que t'as pas fait Ouais. quelque chose d'encore plus ressemblant par le passé. Là, c'est bête et méchant, on compare des vecteurs, donc c'est la pièce la plus, enfin, les 10 à 30 résultats des pièces les plus similaires, avec un score de similarité. Donc tu peux retrouver la pièce identique, elle sera un score de 100, et en dessous, tu auras les différentes pièces similaires par reconnaissance géométrique. Et après, tu peux filtrer, tu vois, parce que bon, si tu retrouves une pièce qui est similaire mais qui est faite en inox et tu fais de l'alu, par exemple, ça ne peut pas Hmm. coller. Et ben, tu peux tout à fait filtrer par matière, dimension, tolérance, etc. pour affiner ta recherche. Donc ça, c'est le premier algo.
C'est vraiment un algo de valorisation de l'historique. Le deuxième algo, c'est un algo qui, quand tu es dans le cas où tu n'as pas de pièces similaires, voilà, tu fais un truc, tu n'as jamais vu ça, ou alors mouton à cinq pattes. Là, tu glisses, déposes le 3D, et en fait, nous, on va analyser le 3D. On va en ressortir les fonctionnalités à faire sur le 3D. Le nombre de trous, leur diamètre, les perçages associés. On va en sortir les plis avec les rayons, le périmètre de découpe, etc. Et en fait, on va débaucher une gamme Ok. qui sera à revoir, bien sûr, mais déjà, tu as déjà un chiffrage. Ça, c'est le deuxième algo. Donc là, on est un peu sur de l'analytique, mais on apporte un peu des briques IA sur de l'analytique. Et le dernier algo, c'est celui dont tu as parlé, et c'est celui pour lequel on a eu notamment le prix de l'innovation au Salon Global Industrie, c'est effectivement un algo de prédiction. Et là, en fait, c'est un mélange de ces différents algos que je t'ai cités et qui permettent, sur la base de tes données antérieures, par interpolation, de prédire des temps, des coûts et donc des prix sur la base des données antérieures. Ok. Et là, si tu veux, on peut ouvrir le capot pour que je t'explique comment ça marche. Ouais, ouais. Bah, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est, enfin, j'ai pas mal de questions. Bon, on va pas probablement pas rentrer dans les sujets très pointus, très techniques. Je pense que déjà avec les trois algos, je comprends. Mais une question que je me pose, c'est la data que tu vas récupérer aujourd'hui. Tu arrives chez un Indus, il a tous ces chiffrages, souvent sous forme de tableau Excel, un peu dans le RP, des factures. Comment vous récupérez Ouais. ça, quoi? Mon grand mystère, c'est comment vous récupérez tous ces PDF, tous ces Excel, toutes ces données. Enfin, c'est quoi le principe? Vous mettez ça dans une base, vous extrayez les contenus, enfin, juste pour comprendre comment ça fonctionne. Ouais, c'est une bonne question parce que, enfin, un point important, tu as beau avoir le meilleur algo de la Terre, si la Ouais, donnée d'entrée, c'est elle la n'est donnée pas pourrie. actionnable, pas quali, les résultats, ils seront pas bons, quoi. Ça, c'est certain. Et effectivement, tu as une phase d'intégration de données qui est la première phase sur laquelle on vient accompagner nos clients, qui est scindée en trois étapes. On va extraire les données, aider à l'extraction et on va agréger les bases. Donc là, effectivement, tu peux avoir différentes bases. Une base serveur locale avec une arborescence client, projet, plan qu'on va structurer et agréger à une base souvent issue de l'ERP, dans laquelle, en fait, vu que l'ERP, c'est quasiment un logiciel de comptable, en fait, tu as de la donnée qui est assez quali. On va associer ces deux bases avec un code article ou quelque chose, et potentiellement une troisième base avec des chiffrages issus de fichiers Excel, si les modèles Excel sont un peu standardisés, bien évidemment, sinon ça commence à être... Alors, j'ai une petite question, Euh, je t'interromps 2 secondes, j'ai une Vas-y, petite question de en plus. Sébastien qui revient un peu là-dessus, qui te dit, Sébastien donc sur LinkedIn, qui nous dit, par définition, au moment du chiffrage et au moment du devis, le modèle 3D n'est pas fait ou n'existe pas encore. Bon, je ne sais pas si c'est tout le temps le cas, comment vous le gérez s'il n'y a pas le 3D? Donc on s'appuie que sur les deux autres algorithmes finalement, c'est ça? Alors, effectivement, il y a deux algorithmes sur lesquels on travaille spécifiquement sur le 3D. Donc là, c'est la donnée d'entrée. Donc, Hmm. reconnaissance géométrique sur le 3D, euh, reconnaissance analytique, donc traitement du 3D pour en ébaucher un chiffrage, effectivement. La partie prédiction, le 3D, c'est uniquement une donnée d'entrée. Ça veut dire D'accord. que qu'est-ce qu'on récupère du 3D? Des dimensions, des caractéristiques techniques et visuelles qui nous permettent de faire tourner l'algorithme. Si on n'a pas de 3D, en fait, on vient créer un formulaire qui est complètement adapté ce qu'on appelle au cost driver, aux critères menants du chiffrage du Ouais, client. ouais, On ok. lui permet de les On pose remplir. un certain nombre de Euh, questions Tout à fait, d'accord. exactement. Et Ok. ce qui permet de faire tourner l'algorithme. Et c'est notamment ça qu'on fait dans cette phase d'intégration que je disais, où tu as cette Hmm. première intégration de la donnée, on agrège la donnée. Après, on va structurer la donnée dans Fabera. Donc, effectivement, c'est du cloud. On héberge les données sur une plateforme qui est cybersécurisée euh, avec voilà, une architecture technique robuste qu'on a mis en place et un hébergeur de données qui est Scaleway avec qui on travaille main dans main, qui nous permet de gérer cette partie sécurité et confidentialité des données. Et après, on va ajuster les algorithmes. Parce que, comme Sébastien l'a dit, effectivement, parfois, on n'a pas de 3D. Donc ça, c'est spécifique à un client. Ça veut dire que sur cette dernière phase, on va vraiment créer le flux avec le formulaire associé qui est le plus pertinent pour le client pour faire tourner l'algorithme. Ok, donc première étape, donc il y a quand même Donc, cette partie de structuration de la donnée. Donc si en interne, j'ai pas la capacité de structurer ça, c'est quelque chose que vous allez proposer. Mais en tout cas, il faut avoir en tête qu'il y a cette phase qui est quasiment indispensable si on veut derrière avoir un outil de chiffrage qui tient la route, quoi. c'est ça. C'est ça. Et en fait, le prérequis, on va dire, qu'il faut avoir en tête quand on veut mener un projet IA,
c'est donc déjà d'y aller pas à pas. Ça veut dire qu'on va faire un premier pilote peut-être sur un algo qui nous permet de passer par cette phase d'intégration de la donnée. Deuxième point, c'est que de notre côté, il va nous falloir un interlocuteur dédié sur le projet qui va être dispo entre 2 heures à une demi-journée côté client pour que nous, on puisse avoir les allers-retours d'extraction et, on va dire, de validation de l'intégration de la donnée dans Fabera. Et le dernier point, c'est que, c'est ce que je disais au début, garbage in, garbage out. Si on n'a pas de la bonne donnée, on ne peut pas avancer. Donc, il faut avoir un premier jeu de données qui soit actionnable, assez mature. Et ça, on fait un retour dès les démos qu'on fait avec nos clients en phase d'avant-vente, on va dire. Si on voit que, par exemple, on ne peut pas faire le lien entre les plans et la base de données, ben, on va proposer des recommandations qui fait que quand tu as une personne qui fait 2000, 3000 chiffrages par an, s'il met en place rien qu'un code, une référence qui lui permet pour ses chiffrages futurs d'avoir une base qui soit actionnable dans 6 mois, et ben, on va lui dire de recommander ça et on se reparle dans 6 mois. Ça, c'est tout à Donc fait ça veut possible. dire qu'on lui donne le temps de commencer à structurer sa donnée, à récupérer des choses un peu plus propres, Tout à fait. et puis 6 mois en même temps, ça va très vite. Quand on voit le temps de développement ou de C'est ça. déploiement d'un outil, enfin, je sais pas si je dois acheter un outil de chiffrage, ça va me prendre peut-être un an avant d'avoir un truc qui tient la route. Je vais Ah pas bah, dire du mal des gens qui éditent des outils de chiffrage, mais c'est souvent des projets complexes, quoi. C'est comme les projets ERP. après, ce que je dis là, ça nous arrive quand même peu, hein. Je pense que ça doit être à peu près 10% des prospects que je rencontre. Souvent, on a l'impression que la donnée n'est pas mature, mais encore une fois, les industriels utilisent Ouais, ont un ils ont taux déjà d'équipement sur le ERP qui est énorme. ouais, Et donc ils ont le déjà fait. RP nécessite quand même, pour qu'il tourne, vu que c'est un peu le côté gestion de prod, ordonnancement, Hmm, stock, achat, et puis après ouais. facture, tu as quand même T'as de la déjà, donnée t'as qui est déjà super beaucoup de choses. actionnable. Alors moi, du coup, il y a Ouais, une question qui me vient aussi, qui est un peu technique, mais l'outil, finalement, pour qu'il fonctionne aussi, donc il va se connecter à une source de données qu'on peut peut-être construire, héberger, etc. Mais il faut aller certainement aussi se connecter aux autres, à l'écosystème de l'entreprise, donc à l'ERP, là que tu viens de citer. Est-ce que c'est un prérequis? Est-ce qu'il va falloir que je connecte mon outil de chiffrage à mon CRM, à mon ERP, à d'autres outils derrière? Ou est-ce que l'outil peut vivre tout seul, sortir un devis, un chiffrage, et puis après, quand on a le bon de commande, on avance? Comment ça marche? Tu parlais de pragmatisme sur le fait qu'on a une IA métier pragmatique aujourd'hui Ouais. sur un sujet spécifique qu'est le chiffrage. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, Fabera, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'affranchit au maximum, on va dire, de la rigidité de l'ERP, parce qu'en fait, des ERP, tu as autant d'ERP que de clients. Tu as autant de manières de gérer l'ERP que de clients. Et donc, Même soit tu as sur un un modèle, même intégrateur, sur un modèle de RP, il y a autant de paramétrages. En fait, il y a toujours du spécifique. voilà. Ils découvrent des façons d'utiliser tout le temps exotiques, quoi. Exactement. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on propose un système qui permet de s'en affranchir. À l'utilisation, nous, nos API sont ouvertes. Donc, ça nous D'accord. arrive de parler avec des intégrateurs et de dire, bah voilà, comment est-ce qu'on peut s'interfacer en ayant, si tu veux, un bouton d'import, d'export qui soit pas en temps réel, donc pas de connexion d'API, mais vraiment une synchro qui permette d'alimenter l'ERP quand tu as fait ton chiffrage dans Fabera ou inversement. C'est tout à fait possible, mais on va dire que c'est pas la priorité et c'est un projet qu'il faut faire quand tu as testé, que tu as vu que Fabera t'apportait de la Mhm. valeur et que tes Ouais, utilisateurs l'ont. c'est ce que tu disais, on teste, on fait un POC, on prouve l'efficacité de la technique, de la solution sur un périmètre donné, et puis derrière, si c'est rassurant, si c'est probant, ben on commence à C'est envisager des ça. choses un peu plus complètes. Et ça, c'est un peu parfois Et contre-intuitif, parce que souvent on a tendance à aller prendre un cahier des charges, à se mettre tous les problèmes dans la tête. Il faut que la donnée ouais, remonte, elle parte là-bas, aille dans ce sens-là. Et du coup, on est dans une espèce de paralysie sur ce type de projet où on perd du temps, on fait rien pendant des mois parce que il faut qu'on résolve a priori tous les problèmes avant de signer le déploiement, de commencer le déploiement de quoi que ce soit, quoi. c'est ça. Et je pense que la bonne manière de fonctionner, encore une fois, c'est de se dire que si aujourd'hui on intègre de la donnée dans Fabera, en fait, on peut l'utiliser en tant que chargé d'affaires comme un copilote qui va nous aider à retrouver instantanément des pièces similaires au sein de son historique. Première étape. Et ça, en fait, c'est déployable super rapidement. Hmm. Et peu importe d'être connecté à l'ERP ou pas, on fait gagner du temps au chargé d'affaires. Et après, on peut aller sur de la prédiction, bien évidemment, mais c'est vraiment la dernière étape de gagner 2 minutes à l'intégration d'un CSV dans le RP, quoi, finalement.
Alors, il faut quand même qu'on parle un peu de l'IA ou de l'AI, Artificial Intelligence. Bon, on va pas piquer le boulot de personne, on est d'accord ici, parce que c'est une des craintes ou des choses qu'on nous prévoit, quand on nous prédit, tout le monde va perdre son boulot. Ces chiffreurs, finalement, moi, quand je t'écoute, je me dis leur vie va être simplifiée. Ils vont pouvoir aller beaucoup plus vite, perdre moins de temps sur les réponses qu'on va donner aux clients. Peut-être aussi automatiser à terme certaines réponses sur des pièces qui sont relativement courantes. Je pense que tu peux déjà donner une première estimation à un client, parce que souvent c'est ce que demande le client. Il ne veut pas un devis détaillé dès le début, il va souvent te demander C'est une ça, estimation en disant bah, donne-moi une fourchette, exactement. donne-moi un prix, puis après on t'envoie le 3D où on finalise les plans ensemble, etc., quoi. Donc on garde notre boulot ou C'est pas? ça, en fait. Bah non, en fait, peut-être on y viendra, mais aujourd'hui on n'y est pas. Et on n'y est pas pourquoi? Parce que c'est des métiers d'expertise. Pour chiffrer une pièce, il faut avoir X années d'expérience. Et donc non, ça c'est certain. Il faut le voir comme un copilote qui va faire gagner 30 à 40% de temps sur le chiffrage. Quand tu as un boulot d'étranglement, tu dois Ok, faire 30 devis énorme. par jour. Euh, Ça va te permettre de chiffrer plus, de signer plus de clients parce qu'en fait, tu es plus réactif et donc tu vas avoir des commandes plus facilement. Donc ça, c'est intéressant. Et après, on a parlé de la sous-traitance spécialisée, mais globalement, même si tu es fabricant de machines spéciales, que tu es un donneur d'ordre, tu as t'as des besoins Ouais. sur le chiffrage qui sont Alors, c'était la intéressants. question que j'allais te Là, poser. Là, aujourd'hui, on a ouais, beaucoup parlé tôlerie, euh, chaudronnerie, etc. Mais en ouais, fait, j'étais en train de penser en t'écoutant à un de mes clients qui est dans l'électronique, qui fabrique des cartes électroniques sur mesure. Typiquement, ça pourrait aussi être un use case assez intéressant. exactement. Et là, il avait 200 devis, je crois, de mémoire. Ils envoyaient un nombre de devis qui était assez conséquent par mois. Je crois qu'il y a 200 ou 300 devis qui partaient par commercial. Et je me dis, en gros, quand tu fais le calcul, c'est plus d'une dizaine de devis par jour à devoir aller chiffrer, interroger le bureau d'études, chercher la meilleure façon de chiffrer. C'est énorme, quoi, le temps qu'on passe. Et pendant ce temps, on ne prospecte pas. C'est-à-dire qu'on va plus voir les clients et on est là à faire du chiffrage toute la Tout à journée, quoi. fait. Tout à fait. On discute là avec une entreprise qui fait des pompes hydrauliques. Donc, en fait, c'est pas du tout un sous-traitant en soi, c'est vraiment une personne qui Fabricant, est fabricant de machines spéciales. Et lui, très chiffré pour ses chargés d'affaires pour aller vite et chanter peut-être une phase, on va dire, de sollicitation de ouais. sous-traitants qui peut prendre 5, 10 jours et avoir déjà un chiffrage C'est qui est clair. juste à plus ou moins 5, 10%, et ben ça a une valeur de dingue. Et donc, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, en fait, oui, effectivement, on parle avec des entreprises qui font effectivement des cartes électroniques, avec des gens qui font du RFID. On parle avec par exemple, un chantier naval breton qui fait des Hmm. interventions sur des navires. En fait, il faut vraiment, il faut voir le 3D d'une pièce dont on parle, qu'on soit en sous-traitance, en mécanique, mécanique de précision, tôlerie, injection, impression 3D, etc. Il faut voir le 3D comme une donnée d'entrée. Et Ok. en fait, cette donnée d'entrée, elle est peut-être différente. C'est peut-être un brief où le chargé Ouais. d'affaires va se dire, bah, en fait, dans ce brief, mes cost drivers, c'est, je sais pas, la quantité, je dis Le n'importe quoi, temps. le, le nombre de lots, etc. Et donc ça va être les éléments qu'on va rentrer dans ce fameux formulaire qui permet de faire tourner l'algo. Ok. Aujourd'hui, enfin, vous avez commencé à prospecter, à démarcher, vous avez commencé à vendre aussi. Maintenant, la boîte existe depuis 2 ans, hein, c'est ça? Ouais, 2 ans. Ouais, exactement. Donc 2 ans et demi, on a commencé, on a fait le pivot donc de cette partie sous-traitance Je me souviens, spécialisée on avait à discuté à ce moment-là, j'étais pas ouais, convaincu par le business model, tu vois. Je me rappelle qu'on avait discuté un peu. Je dis ouais, bon, je sais exactement. pas. Là, pour le coup, je le suis, je le suis beaucoup plus parce que je pense que vous résolvez vraiment un nœud, un truc assez central dans les problématiques aujourd'hui commerciales enfin d'efficacité de l'industrie, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc on a fait le pivot il y a quasi 1 an et demi à peu près, et on a commencé. Donc on a eu beaucoup de temps de développement Mhm. pour affiner notre produit. On travaille avec un laboratoire de recherche qui est adossé à l'INSA de Lyon, donc une école D'accord. d'ingénieurs, et qui est donc en joint venture avec le LIRIS et le CNRS. Donc c'est Ok. un laboratoire de recherche dans lequel on a des doctorants en IA qui travaillent à temps plein sur le sujet, et on a pu sortir des éléments qu'on a commercialisés à partir de septembre, octobre de l'année Ok. dernière. Donc c'est assez récent. Aujourd'hui, on a une vingtaine de clients et on est sur la partie prédiction. Bah, voilà, on avance. Hein, donc euh, c'est voilà, on est content. On sent qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a quelque chose à faire et on commence à résoudre des problèmes clients et voilà, ça Mhm. avance.
Est-ce que du coup, sur ces premiers clients, tu parlais tout à l'heure de gagner 30 à 40% de temps, ça c'est des choses que vous avez pu vérifier sur les premiers déploiements en termes de gains Alors sur la reconnaissance géométrique, ouais. ouais, en fait il faut ouais, sur les premiers déploiements, sur de la reconnaissance géométrique et après de l'affinage de devis sur la partie analytique, ouais, ça c'est des constats qu'on a pu faire. Sur la partie prédiction, là on est en déploiement des premiers pilotes, donc je pense qu'on a, on le voit hein, parce qu'on arrive à des, on va dire des marges qui sont à plus ou moins 5%, donc on est très fiable. Après je pense que effectivement, plus on aura, on va dire, d'ancienneté, plus on pourra sortir des indicateurs qui permettront de montrer la valeur, mais on est plutôt satisfait des premiers résultats. Alors, une dernière question. Là, vous poussez une technologie avec de l'IA, Deep Tech, bon, pour le coup, qui répond vraiment à une problématique. Comment tu sens l'accueil des industriels aujourd'hui? Enfin, quel type de réaction tu as quand tu présentes ta solution en termes de maturité, en termes est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller adopter ces solutions? Je sais que sur de la tech, sur certains aspects, sur les machines, on va très loin. Moi, je vois des choses des fois sur les innovations produites sur les machines, ce genre de choses assez poussées. Sur cette partie-là, qui pour moi relève de la partie commerciale, un petit peu finalement, on est dans une des phases du process Ouais. commercial. On sent que c'est encore 2000, les années 2000 ou les années 90, quoi, ça souvent. Comment c'est accueilli aujourd'hui? Est-ce que je dis des bêtises? Est-ce que je suis méchant avec nos amis industriels ou est-ce que comment tu sens le marché Alors, aujourd'hui sur ce type de techno avec de l'IA dedans, etc. je pense qu'il y a une question qui est très contextuelle sur effectivement l'IA, qu'est-ce que c'est et Buzz, ouais, c'est à comment la ça mode, va quoi. nous impacter plus tard. Donc, voilà, c'est le côté à la mode. Mais ce qu'on ressent, nous, c'est un vrai intérêt, une vraie curiosité et un peu, un côté un peu démuni en disant, bah ouais, mais comment on fait? Et c'est là où on apporte des solutions, c'est en disant, bah, déjà, on va regarder vos données. On a un côté, ça revient souvent, genre, le côté, ma donnée n'est pas fiable. Non, mais Ouais. ma donnée n'est pas fiable. On Attendez que je regarde et fiabilise la on donnée. J'ai rassure. la même sur le Voilà. CRM. Attendez, il faut déjà que je mette au propre ma base de données. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut dire, non, on va travailler avec ce que vous avez et c'est normal que ça soit pas d'équerre à 100%. On prend ce qu'il y a et ça a déjà de la valeur. Ok. Et après, le dernier point, souvent sur lequel je rassure, c'est que c'est pas une montagne, en fait. Il faut commencer pas à pas avec un dataset réduit peut-être sur des familles de pièces, sur le top 5 clients pour apporter le plus de valeur possible, et on sort quelque chose dans les 3 mois qui viennent. Et puis là, on voit. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et je pense que, au vu des innovations qui sont portées dans les ateliers, il n'y a pas de, les gens, Il n'y a pas de raison. les Ah industriels ouais, sont non, y pas aller. réfractaires. Ouais. Ouais. Ouais, puis quand on gagne du temps et qu'on a un impact direct sur la productivité, sur un sujet qui est tout le temps un sujet de problématique chez les indus, je pense qu'il n'y a pas de raison. Bon, en tout cas, félicitations. Moi, je Carrément. suis fan absolu de ce que vous êtes en train de faire. J'ai hâte de voir à quoi ça Merci, ressemble Karim. en temps réel chez des clients. Chers amis, je vous remercie. Arthur, le site internet de fabera.com, tu peux le citer ici? .fr, .fr, pardon. www.fabera.fr. Et n'hésitez pas, on fait des démonstrations gratuites sur la base de vos données, ce qui permet de se projeter. Et je suis disponible par téléphone ou sur LinkedIn avec grand plaisir. Si j'étais vous, j'achète, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, Arthur. Merci à tous. Et puis, on se retrouve semaine prochaine où on va encore parler d'un sujet de vie, puisqu'on parlera de CPQ, justement. Pas directement lié à ce que vous faites chez Fabera, mais quand même un petit peu. Chers amis, à bientôt et merci beaucoup, Arthur, avoir accepté l'invitation. Pardon. Merci, Karim. À bientôt. Salut.